Débat du Grand Direct consacré donc à la situation en Irak avec l'émergence de plus en plus importante de l'État islamique, les djihadistes que les Américains tentent donc de contenir. Bonsoir Jacques Neria, expert militaire sur i24 News. Bonsoir Ali Waked, spécialiste donc pour le monde arabe et musulman. On va parler évidemment de tout cela avec vous, mais on a également posé la question aux internautes, aux téléspectateurs d'i24 News concernant bien une éventuelle responsabilité finalement dans le retrait américain d'Irak à la situation actuelle, question qui vous a été posée via les réseaux sociaux. Et on va voir avec vous, Éléonore Veil, bonsoir, quelles ont été les réponses justement à cette question du jour, Éléonore. Oui, bonsoir Jean-Charles. On parle ce soir des frappes aériennes américaines en Irak et nous avons demandé à nos téléspectateurs s'ils pensaient que les États-Unis s'étaient retirés trop tôt d'Irak. Alors, selon le sondage que vous allez voir apparaître sur l'écran, beaucoup plus de oui que de non, puisque 11% pensent que oui, les États-Unis se sont retirés trop tôt d'Irak, 20% pensent que non et 9% restent sans opinion. Alors, regardons, si vous le voulez bien, de plus près les réponses. D'abord, les oui. Pour Linda Barnes, les États-Unis se sont retirés exactement quand il le fallait, afin de donner aux extrémistes de l'État islamique en Irak l'opportunité de, dit-elle, conquérir facilement une partie de l'Irak comme un fait exprès. Alors vous l'aurez compris, une réponse ironique qui met l'accent sur le chaos créé en Irak après le retrait américain en 2011 et qui a donc, selon Linda, laissé la place au groupe islamiste. Pour Charlie KPR, bien sûr, ils sont partis trop tôt pour de mauvaises raisons, comme ils sont allés pour de mauvaises raisons, que ce soit pour de la politique intérieure ou des intérêts économiques. Arrêter de faire la guerre est une mauvaise décision. Par contre, pour défendre les valeurs, dit-il, qui ont fait nos démocraties et pour les droits de l'homme, ne pas intervenir en Syrie, en Irak ou à Gaza ou ailleurs est d'ailleurs dramatique. Combien notre faiblesse face aux islamistes, dit-il, détruira de vies. L'histoire nous le dira. Ou une critique de plus, Jean-Charles, on l'aura compris, du manque d'intervention des Américains en Syrie. Beaucoup de critiques de Barack Obama ces derniers temps. Alors un autre oui, Loch Ness, ils ont surtout détruit ce pays et l'ont laissé aux mains des milices tribales et mis en place un gouvernement de pantins. Ils disent qu'ils ont foiré sur toute la ligne, voulu ou non, la réponse fait peur, quelle qu'elle soit. Voilà pour les oui. On va maintenant passer aux non. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup moins que les oui. Vous allez le voir. Aude Marianne nous dit, dans un premier temps, les Américains n'auraient jamais dû aller en Irak. À présent, ils sont intervenus trop tard, puisqu'ils ont laissé ces terroristes djihadistes prendre tant de pouvoir. En un sens, ils sont responsables de ce chaos au Moyen-Orient. Et vous allez le voir, Jean-Charles, beaucoup pensent la même chose. Ils pensent que bien que les États-Unis n'auraient jamais dû aller en Irak. Ce n'est pas un non réel, mais surtout une critique envers les États-Unis qui auraient dû, dès le début, éviter ce conflit. Alors on va regarder un autre commentaire, celui de Caroline Martin, qui dit « Convoiter le pétrole de son voisin, n'est-ce pas semer la semence d'une prochaine guerre ? Quand est-ce que les États-Unis comprendront que l'action écologique est une urgence absolue pour la survie de la planète et des êtres vivants qui l'habitent ?» Voilà une autre critique des États-Unis. D'autres critiques, vous pouvez le voir, de Mon Trésor ou d'encore Pexbo, qui dit les États-Unis ont surtout armé le djihad et là, ils veulent corriger leurs erreurs avec un président aussi incompétent. On l'aura compris, beaucoup de critiques directes de Barack Obama. Voilà Jean-Charles pour ce que pensaient, pour les opinions de nos internautes ce soir sur la question de l'Irak. Merci beaucoup Éléonore Veil. Voilà donc Ali Waked, Jacques Neria, de quoi lancer, on va dire, ce débat, mais on va évidemment voir beaucoup d'autres aspects. Ce qui est sûr, en tout cas, Jacques Neria, c'est que les Américains ont quelque part une responsabilité dans la situation d'aujourd'hui. Tout à fait. Écoutez, je ne comprends pas, je dirais, la politique américaine, certainement celle du président Obama est incompréhensible d'un bout à l'autre. Vous savez, quand les Américains se sont retirés d'Allemagne, ils ont laissé un contingent. Quand ils se sont retirés du Japon, ils ont laissé un contingent. La moindre des choses, c'était de laisser un contingent sur place. Ça aurait été, je veux dire, une certaine dissuasion. Ça n'aurait certainement pas éliminé toutes les possibilités d'un soulèvement sunnite contre les chiites, parce qu'à la base, il y a eu cette erreur de Bremen, le premier gouverneur d'Irak, c'est de disloquer l'armée irakienne et puis de la reconstruire en
éliminant, je dirais, toute la couche d'officiers qui s'étaient battus contre l'Iran. Donc l'expérience militaire et tout ça a été annulée. Et ces soldats-là, ces officiers se sont joints aux rebelles, se sont joints sous le béret d'Ezzat Ebrahim, une des cartes qui n'a jamais été attrapée. C'était finalement le vice-président de Saddam Hussein, et c'est lui, à la tête de l'armée des Naqshbandi, qui a aidé Daesh à reprendre le terrain qui a été finalement perdu par les Américains. Allez, Wakem. Un deuxième point, Jean-Charles, tout à fait d'accord avec Jacques Neria. La marginalisation des sunnites, c'est une faute, c'est un crime, à mon avis, commis par les Américains. C'est vrai que les Américains ont voulu encourager la démocratie et faire implanter des valeurs démocratiques en Irak. Je ne suis pas sûr que si l'Irak, avec toute sa composition, formation tribale, était le champ le plus soutenable pour faire cet essai démocratique, mais le fait que les États-Unis n'ont pas arrêté, n'ont pas mis le fameux checks and balances des Américains pour essayer de balancer cet progrès des chiites en éliminant carrément les sunnites de toute représentation politique. On voit que les Américains le payent maintenant. Jacques Neria vient de dire que Ezzadouri et ses compagnons ont joint les rebelles. Ça, c'est un point. Le deuxième point, si les grandes familles, les grands villages sunnites, les grandes tribus sunnites n'étaient pas en place pour soutenir les rebelles, la rébellion n'aurait pas été si réussie contre les Américains. Donc marginaliser toute une population qui était un peu plus éduquée, un peu plus à l'aise financièrement parlé, et avec toute cette expérience militaire. On sait que l'ancienne armée de Saddam Hussein était essentiellement basée sur les élites sunnites, et donc du coup cette annulation de l'ancienne armée et la formation de toute une nouvelle armée qui n'a aucune expérience. On ne pouvait pas même signaler des rebelles chiites significatifs ou forts du temps de Saddam Hussein. C'était un peu plus genre des clans qui ont lutté contre Saddam Hussein. Donc il n'y avait pas une expérience, il n'y avait pas une histoire, disons, des brigades chiites ou des groupes organisés, des milices organisées même contre Saddam Hussein. Et donc ce domino qui a collapsé au bout de quelques heures de l'avancée des milices chiites est choquante. Mais à mon avis, si la population sunnite n'embrassait pas, n'accueillait pas, ne soutenait pas ces rebelles, leur réussite était beaucoup moins importante qu'elle n'est à présent. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de l'attitude des États-Unis, parce que j'allais tout juste aborder ça. Ce qui est malheureux, c'est que le gouvernement de Maliki, le chiite qui est au pouvoir, a négocié pendant plus de 9 mois l'achat d'armes aux États-Unis. Les États-Unis se sont fait traîner les pieds et tout ça, jusqu'au dernier moment où finalement, face à la poussée de Daesh, les Irakiens se sont retournés vers la Russie, et la Russie, après 24 heures, a envoyé 12 MiG-29 avec des équipages pour combattre et pour piloter les avions. Parallèlement, les Iraniens ont envoyé 7 avions MiG-29 qui étaient déjà chez eux depuis la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Et donc, il y a actuellement un pont aérien entre Moscou et Bagdad et pour l'acheminement d'armes pour soutenir, je dirais, l'armée et combattre Daesh. Je dirais c'est un échec. Donc, les Américains se sont réveillés quand ? Vous vous rappelez, sur ce plateau, on avait déjà évoqué, la débâcle à Mossoul, et puis la grande fuite des 500 000 chrétiens de la ville de Mossoul. Ça n'avait pas encore bougé, personne n'avait encore bougé. Il a fallu, non pas, il faut être clair, non pas, je dirais, le malheur des Yazidis, maintenant des Zoroastres, mais surtout le fait que Daesh est arrivé à prendre le contrôle du plus grand barrage de l'Irak. Donc, à partir de ce moment-là, le célèbre barrage Saddam Hussein, si ce barrage-là cède et saute
à cause d'une manipulation de sabotage. Vous savez, Mossoul sera noyé avec 15 mètres d'eau et l'eau arrivera jusqu'à Bagdad avec 6 mètres d'eau. On parle d'une crise humanitaire, d'une perte entre 500 000 et 1 million de personnes qui seraient tuées par cette vague, par ce tsunami qui arriverait du barrage. Et ce n'est qu'à ce moment-là, et surtout en commençant à menacer l'intégrité kurde, puisqu'ils sont arrivés à 40 km d'Erbil, les Kurdes qui sont les alliés des Américains, et une présence américaine très massive au Kurdistan, que finalement Obama s'est laissé convaincre par le général Dempsey. Et donc on voit l'action aujourd'hui. Écoutez, ne soyons pas tellement, il faut être critique, parce que envoyer 2 avions d'un porte-avions pour essayer de combattre Daesh, c'est comme vous donniez une aspirine pour quelqu'un qui a le cancer. Moi je pense, Jean-Charles, que la maladresse américaine a commencé de la première seconde où les Américains se sont retirés de l'Irak, voir l'Irak tomber, basculer dans le camp iranien. Et on se souvient que l'armée irakienne ou le régime irakien dirigé par Nouri al-Maliki, qui était considéré comme un allié des États-Unis, était peut-être le fournisseur le plus important après l'Iran des armes pour le régime syrien que le même États-Unis combattait. Et donc ça c'est déjà une chose. Donc l'Irak que les États-Unis ont voulu reconstruire après Saddam Hussein dès les premières secondes du retrait américain et basculer dans le camp iranien, ça c'est une chose. 2. Les États-Unis ont soutenu un régime qui n'était pas accepté. C'est vrai qu'il a gagné à 2 reprises les élections, Nouri al-Maliki, mais les valeurs démocratiques que les Américains ont voulu tellement faire avancer en Irak étaient totalement absents dans l'attitude et dans la conduite du régime maliki, non pas seulement vis-à-vis des sunnites, mais aussi vis-à-vis des rivaux chiites d'al-Maliki. C'est pour cela qu'on voit maintenant une sorte de coalition chiite-sunnite qui se construit contre al-Maliki. Donc, est-ce que cette dichotomie sunnite-chiite que les Américains ont essayé de manœuvrer entre les uns et les autres a réussi? Voir 2 grands alliés des États-Unis se battre, l'Arabie saoudite, qui indirectement, peut-être pas officiellement le régime, mais des princes de la famille royale finance Daesh, finance l'Ail, contre le régime où l'Irak, les États-Unis a versé des milliards pour construire, pour renforcer, pour faire de sorte que l'Irak soit dans le camp américain. Donc il y a toute une série de fautes que l'administration américaine n'a pas raté aucune faute possible, aucun piège que soit l'Iran, soit les radicaux islamiques djihadistes ont fait est tombé dans ce piège. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en Irak? Est-ce que l'option c'est un régime renforcé par l'Iran et par la Russie, ou un régime fanatique dans une partie de l'Irak? Et en plus, Jacques Neria a mentionné, il fallait identifier cette chute de l'armée irakienne déjà dans la province d'Anbar, où ça a commencé. Quand tu vois dans une petite ville... On a trop attendu avant d'intervenir. Bien sûr, tu avais déjà le premier consigne, l'armée irakienne, cette fameuse armée irakienne. Ils n'ont pas été capables de reprendre Ramadi, au nord de Bagdad. Donc ils n'ont pas été capables de prendre Tikrit. C'est la ville même de Saddam Hussein. C'est là, c'est le siège de la révolte. On pensait au début qu'ils étaient en train de s'organiser, d'organiser leurs forces pour attaquer. Mais non, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de moyen de reprendre le terrain. Pour reprendre le terrain, il faut une armée non seulement bien équipée. Ça ne veut rien dire bien équipée. Vous savez, Daesh, après Mossoul, s'est emparé de plus de 1500 véhicules de l'armée laissés par les Américains. Je ne parle pas des blindés, des transporteurs de troupes, des canons, et de toutes les armes, de toutes les munitions qu'il y avait là-bas, et cela en plus d'un demi-milliard de dollars qui était dans la banque centrale de Mossoul. Donc imaginez-vous, c'est un État. De plus, quand on a analysé l'attaque
des rebelles sur la ville de Mossoul, vous avez remarqué que c'était des attaques en formation militaire, c'était des bataillons et des brigades qui étaient activés. Donc il y a ici une armée. C'est une armée à qui il faut faire face. Et en envoyant 2 ou 3 avions bombarder des positions, c'est tout simplement ne rien dire. Et ne rien Malheureusement, faire. la seule chance, à mon avis, de sauver cette situation, que les séculaires, les anciens bassistes qui font partie de rébellion se divisent et se tournent contre les islamistes radicaux. Moi, je ne vois pas Izzat Douri fait partie d'une calife de al-Baghdadi ou de notre ou de Joulani, je ne sais pas maintenant qui est là-bas. Donc, malheureusement, les bassistes que les Américains ont lutté contre dès leur entrée en Irak sont la première chance ou la seule chance pour les Américains. Deuxième point, l'Arabie Saoudite, cette politique indépendante vis-à-vis des États-Unis, c'est une interprétation, une traduction de la déception de l'Arabie Saoudite, de la très faible politique étrangère des États-Unis. On voit que l'Arabie Saoudite finance des éléments qui, leur politique, leurs intérêts vont à l'encontre de ceux des États-Unis. Merci beaucoup Ali Waked, merci beaucoup Jacques Neria. On reparlera évidemment de la situation en Irak dans les jours qui viennent, c'est évident. Et dans un instant, c'est Marc Regev, porte-parole de Benyamin Netanyahou, qui sera l'invité du Grand Direct. À tout de suite.